Oui, oui, nous allons commencer. J'en profite pour rappeler que tout ce qui est, tous les débats de cet après-midi sont aussi en streaming sur le site et sur le site journalisme.com et sur notre chaîne YouTube. On attend un tout petit peu que les gens reviennent peut-être, ou alors ils étaient tous là pour Philippe Martinez. Il n'y avait que des militants de la CGT. Moi, je conseille à tout le monde de revenir parce qu'avec Bruno David, donc le président du Muséum d'histoire naturelle nationale de France, nous allons parler de la 6e extinction et surtout de comment habiter la Terre. Donc, on est vraiment au cœur des préoccupations des assises. Alors, nous allons, ça va se dérouler comme de la manière suivante, c'est-à-dire que pendant une demi-heure à peu près, c'est ce qu'on a convenu, Monsieur David va nous faire un petit exposé qui va nous faire très peur, et après, il répondra à nos questions et de cette manière-là, il nous rassurera. C'est ce qu'on a convenu. Donc voilà, je crois que je vous laisse la parole. Écoutez, mon cher Marc, merci. Donc je vais vraiment m'inscrire dans le prolongement des propos, je pense, de Philippe Martinez, en vous parlant de cette 6e extinction et de l'aube de la 6e extinction. En commençant par vous dire qu'effectivement, nous sommes face à une forme d'amnésie environnementale, c'est-à-dire qu'on se souvient, par exemple, très bien d'épisodes climatiques extrêmes, comme des sécheresses, des canicules, des inondations, des épisodes de neige à Paris. On a ça dans notre mémoire. Mais que par contre, en ce qui concerne la biodiversité, c'est beaucoup plus flou. Par exemple, on ne se rend pas vraiment compte qu'il y a 2 fois moins de moineaux à Paris aujourd'hui qu'il y en avait il y a 15 ans. C'est plus flou parce que les déclins sont progressifs, parce que les espèces sont toujours présentes en fait, et parce qu'évidemment on n'a pas marché sur des cadavres de moineaux dans les rues de Paris. C'est un petit peu comme de se contempler dans le miroir chaque matin. On a l'impression qu'on a la même tête qu'hier, le même visage. Et bon, sauf si on a fait vraiment des excès considérables. Et puis quand on prend une ancienne photo d'il y a une quinzaine d'années, on se rend compte qu'on a quand même pas mal changé. À cette amnésie s'ajoute un défi culturel. C'est dire que la biodiversité, elle est relativement inconnue parce qu'elle ne fait pas partie des exigibles de la culture en France. Je l'exprime par une image. Si, lors d'une discussion en ville, dans un dîner ou ailleurs, vous dites que le Malade imaginaire a été écrit par Victor Hugo, vous allez passer pour vraiment quelqu'un de complètement inculte et on va vous dire, enfin, c'est pas possible, quoi. Cette personne manque totalement de culture. Alors que si dans le même dîner, vous dites que ceci est un crustacé, on va dire, ah bon, c'est pas un crustacé ça, mais c'est un fruit de mer, c'est comme les langoustes ou les crevettes. Alors que l'erreur est du même ordre. Je rappelle que l'huître est un mollusque, au passage. Ça veut dire que quand on parle de biodiversité, on ne sait pas toujours bien de quoi on parle, et il faut poser la question de quoi parle-t-on. D'abord, on parle de 3800 millions d'années d'histoire, c'est une histoire très vieille. Alors 3800 millions d'années, c'est un petit peu comme de parler du budget de la France. On ne sait pas trop ce que ça représente. Si on prend une image en disant 3800 millions d'années, on le rapporte à une année civile, ça veut dire que le début de notre ère commence le 31 décembre à 23h59 et 40 secondes. Autrement dit, ça correspond aux 20 dernières secondes de l'année, notre ère 2021. Donc c'est vraiment une longue histoire. Puis on ne sait pas très bien ce que c'est. Et quand on ouvre une fenêtre, quand on se promène dans une forêt, qu'est-ce que c'est que la biodiversité qu'on voit? Et puis d'abord, au passage, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de biosphère? Parce qu'après tout, il y avait un mot plus ancien qui est le mot biosphère, et ça marche aussi bien. Mais biosphère, ça désigne vraiment l'ensemble de vivants sur la Terre. C'est une définition qui est assez statique, c'est comme hydrosphère, qui ne nous dit rien du cycle de l'eau. Biosphère, c'est l'entité de tout le vivant sur la planète. Biodiversité, vous allez voir, c'est plus riche que ça. Quand vous promenez, alors en plus ça se décline à différentes échelles, vous promenez dans une forêt, vous allez compter un certain nombre d'espèces. Vous allez voir des espèces devant vous, par exemple des oiseaux, et on peut compter les espèces. Les scientifiques appellent cela la richesse, simplement.
Mais une fois qu'on a compté des espèces, qu'on sait combien on a d'espèces, on peut s'interroger sur les abondances qui sont derrière ça. Combien j'ai d'individus, finalement, au sein de chacune de ces espèces? Est-ce que j'ai des espèces très abondantes, des espèces rares? Est-ce qu'elles sont toutes également abondantes? Donc on va compter des individus, que ce soit des escargots, des homo sapiens, des coccinelles ou des barracudas. Et puis derrière ces individus, ils ne sont pas tous identiques, donc on peut s'interroger sur les variations qu'il y a entre ces individus. Mais ces individus, ils sont plus ou moins gros. Une coccinelle, c'est plus petit qu'un homo sapiens. Donc, elle pèse moins lourd. Donc, on peut aussi s'interroger sur combien ça pèse, tout ça. Les biomasses. Et les biomasses, les scientifiques ont été confrontés à un problème qui est qu'il y a des espèces qui sont relativement sèches, entre guillemets, puis il y a des espèces qui sont plus humides. Une méduse, c'est plein d'eau. Une fourmi ou un petit coléoptère, il y a moins d'eau à l'intérieur. Donc, il faut une unité de mesure commune. Et l'unité de mesure commune, c'est ce qu'on appelle la masse carbone. Alors, si on pèse la vie sur Terre en masse carbone, on constate que le total de la vie sur Terre pèse pour 550 milliards de tonnes de carbone. Alors, dit comme ça ne vous dit pas grand-chose, mais si on décompose, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les plantes, en vert, elles représentent 450 milliards sur ces 550. Que les bactéries en bleu ou les archées, qui sont d'autres types de bactéries, pèsent pour 77. Donc notre planète, elle, en poids, ce sont des plantes et des bactéries, si on résume. Et puis on a les animaux en bas qui font 2,5 gigatonnes de carbone. Alors comme nous sommes des animaux, je fais un zoom sur les animaux. Et là on s'aperçoit que les animaux sont essentiellement des arthropodes, des poissons, des mollusques, des vers. Et puis, je m'excuse, arthropodes, c'est quoi? Alors les arthropodes, oui, pardon, sont les insectes, les araignées, les arachnides, les crustacés, donc les langoustes, les crevettes, etc. Voilà les arthropodes. Essentiellement, ce sont les insectes qui pèsent, d'ailleurs. Les fourmis, les petits coléoptères, enfin, tous ces petits insectes qu'on peut croiser assez facilement. Et puis, si on est en bas à droite du diagramme, vous voyez que nos mammifères domestiques, on a les mammifères qui sont tout là-bas en bas à droite. Nos mammifères domestiques, c'est 0,1 gigatonnes de carbone. Nous autres espèces Homo sapiens, on pèse à peu près pour la moitié de nos mammifères domestiques en poids sur la planète. Mais surtout, nos mammifères domestiques pèsent 15 fois plus que tous les mammifères sauvages réunis. On pèse tous les mammifères sauvages ensemble, c'est 15 fois moins que notre cheptel domestique. C'est le tout petit triangle orange qui est en bas à droite du dessin. Donc ça nous donne une mesure quand même du poids de notre présence sur Terre, sans jeu de mots, de à quel point on interfère avec le reste de la planète. Tout ça, c'est la biodiversité. Ce que je suis en train de faire, c'est d'éclairer le concept de biodiversité avec différents projecteurs de différentes couleurs pour vous montrer la richesse du concept, de ce concept. On peut regarder la biodiversité à différentes échelles de taille. Alors nous, la taille, ce qu'on regarde, c'est nous. On regarde notre taille, on a l'habitude de regarder ça. On peut regarder des choses plus grandes que nous, comme des arbres, assez facilement. Les choses plus petites, c'est plus difficile. Des tout petits insectes, des moucherons, bon, c'est pas facile à regarder. Les bactéries, c'est encore plus difficile, en gris. Et les virus, en rouge, on ne savait pas trop ce que c'était. On connaît le mot, puis maintenant on commence à s'habituer un petit peu à ce que ce sont les virus. On en entend parler pas mal. Mais même si ça reste encore un peu mystérieux, on ne sait pas bien. Alors pour vous donner quand même une image de l'importance du microscopique, je vous propose de prendre 1 litre d'eau de mer. On va prendre 1 litre d'eau de mer dans une zone côtière tempérée froide, mettons le nord de la Bretagne. Puis on va essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Alors on va y trouver à peu près 100 millions de protistes dans ce litre d'eau de mer. C'est pas beaucoup 1 litre. Donc l'équivalent en ordre de grandeur de la population de la France. Et les protistes sont des organismes unicellulaires, mais déjà assez perfectionnés, avec un noyau, avec ce qu'on appelle des organites, c'est-à-dire des organes à l'intérieur de la cellule, qui font que c'est une cellule assez complexe quand même, qui marche de manière un petit peu compliquée. Donc la population de la France en protistes, en bactéries 1 à 10 milliards, c'est-à-dire en gros la population du monde, et puis en virus entre 10 et 100 milliards. Donc 1 litre. Donc, je fais toujours la même plaisanterie, mais si vous vous baignez en Bretagne et que vous buvez la tasse, vous n'aurez pas bu que de l'eau. Il y aura un petit peu d'autre chose dedans. Alors, pendant qu'on est dans le petit, on peut prendre en compte aussi des choses encore plus petites que sont les gènes.
Alors on va regarder nos gènes, et vous savez qu'on a une molécule d'ADN dans nos chromosomes, qu'on a un génome, et que cette molécule, c'est une échelle qui se tourne sur elle-même et qu'elle a des barreaux. Donc on peut compter les barreaux. Et si on compte les barreaux de tout notre génome, nous, Homo sapiens, représentés ici par Jean Gabin, donc aux plus jeunes, je leur signale que c'est un acteur qui a vécu dans les années 30, 40, 50, 60, 70, etc. Son génome fait 3 gigabases, 3 milliards de barreaux dans sa molécule d'ADN, donc dans la nôtre aussi, il n'en avait pas plus que nous. Donc on se dit, ah, c'est pas mal hein, quand même, 3 milliards de bases, c'est Homo sapiens quand même. Hein. Et si on prend effectivement un ver, on s'aperçoit qu'ils en ont beaucoup moins, c'est autour de 200 000, 1 million peut-être. Non, c'est autour de 20 millions, pardon. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on a séquencé la tulipe. 34 milliards de bases, 11 fois plus qu'Homo sapiens, la tulipe. Donc une longueur de génome assez considérable, qui doit nous ramener quand même à un petit peu de modestie, même si on peut penser que la complexité n'est pas liée à la longueur du génome, bien évidemment. Donc tout ça, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi un réseau de relations. Alors j'aurais pu vous l'illustrer avec finalement un réseau de relations au sein d'un écosystème, mais j'ai choisi autre chose. J'ai pris la levure de bière, Saccharomyces cerevisiae, une petite levure, un petit champignon microscopique dont vous avez une image. Et il y a des scientifiques qui ont regardé les interactions entre les protéines de cette levure de bière. Il y a 2000 interactions entre les protéines de la levure, qui est un organisme évidemment très simple, très microscopique. Tout ça, ça donne une mesure de la complexité du vivant. C'est une manière d'illustrer la complexité du vivant. Donc la biodiversité, elle est complexe. Il faut s'acculturer à cette complexité. On ne peut pas trop la réduire en parlant à des hommes politiques, à des médias, comme vous, à du public, tout simplement. On n'a pas le droit de trop réduire les choses à une expression qui serait trop simple, sinon ça devient une opinion, c'est plus un fait scientifique. Il faut accepter ça, il faut accepter la complexité de la vie, et cette complexité, elle pose d'autant plus de problèmes que derrière la complexité, il y a des incertitudes. Et il faut accepter cette incertitude, et en tant qu'Homo sapiens, on n'aime pas l'incertitude. Et plus on est proche de la politique, moins on aime l'incertitude. Et pour autant, il faut s'acculturer à ça, et il ne faut pas tomber dans l'irrationnel. Donc il faut rester dans la rationalité en face de cette complexité. Donc ça, c'est la première partie de ce que je voulais vous dire. La deuxième partie, je rejoins le titre du livre que j'ai publié chez Grasset, qui est à l'aube de la 6e extinction. Est-ce qu'on est vraiment en danger? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un déclin d'un certain nombre de populations, illustré ici par le déclin des populations d'oiseaux. Donc il y a des espèces généralistes en bleu qui se portent un petit peu mieux. Ça, c'est une mesure sur une trentaine d'années. Et puis on voit que les oiseaux des plaines agricoles en jaune ont perdu plus de 40% de leurs effectifs au cours d'une trentaine d'années. Ça ne veut pas dire que des espèces ont disparu, ça veut simplement dire qu'il y a moins d'individus au sein de chaque espèce. Ce sont bien les abondances qui ont diminué, ce ne sont pas les espèces qui se sont éteintes. Et c'est important comme nuance. Maintenant, au bout du chemin du déclin d'abondance, il peut y avoir l'extinction. Alors c'est ce que nous prédit l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous dit dans les décennies qui viennent, on pourrait avoir 500 000 à 1 million d'espèces en moins sur la planète. Alors quand on dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au total d'espèces qui peut exister sur la planète? Les scientifiques ont décrit à peu près 2 millions d'espèces. Donc si on se dit 1 million sur 2 millions, on se dit oh là là, c'est terrible. On pense qu'il y a en gros 10 millions d'espèces sur Terre, compte tenu de l'ignorance qu'on a de beaucoup d'espèces de petite taille. Et donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un déclin entre 5 et 10% de la biodiversité terrestre. Et on a besoin de références pour ça. Alors les références, on va les chercher dans l'histoire géologique de la Terre. On va essayer de regarder ce qui s'est passé lors des grandes crises qui a traversé la biosphère au cours de 500 millions d'années d'histoire. Et ces crises anciennes nous enseignent deux choses importantes. Elles nous enseignent d'abord qu'elles ont toutes été multifactorielles, qu'elles ont toutes été liées à différents facteurs de pression qui se sont ajoutés les uns aux autres, pas toujours tous ensemble, mais qui se sont ajoutés, que ce soit volcanisme, météorites, géographie des continents, niveau des mers, oxygène dans les océans ou changement climatique. Donc elles ont toutes été multifactorielles. Le deuxième enseignement fondamental de ces crises, c'est que quand on a un banc fossile comme celui-ci, qui est plein d'ammonites, plein de fossiles, ça n'est pas une crise, c'est une hécatombe. C'est un moment de l'histoire de la vie où il y avait beaucoup de vie, et donc il y a eu beaucoup de possibilités de fossilisation finalement. Et qu'en revanche, quand on est face à un banc comme celui-ci, là où il y a le couteau suisse,
C'est le banc qui sépare l'ère primaire de l'ère secondaire, qui correspond à la crise la plus importante qui ait traversé la Terre en termes de biodiversité. 90% des espèces se sont éteintes à ce moment-là. Et si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce banc, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus personne, en fait. Et c'est pareil si on prend le banc qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire au moment de l'extinction des dinosaures. C'est une époque où il n'y avait plus personne, simplement parce qu'il y a eu des déclins progressifs qui se sont amorcés bien avant. Et quand on arrive au moment de la crise, l'apex de la crise, il n'y a déjà plus personne. Et ça rappelle l'histoire des oiseaux. On a des déclins d'abondance. Et donc les crises fonctionnent à travers des déclins d'abondance. C'est comme ça qu'ont fonctionné les grandes crises du passé. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une situation multifactorielle, avec plusieurs facteurs de pression sur la biodiversité, et on est aussi sur du mécanisme de déclin d'abondance, comme les grandes crises du passé. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on serait vers un point de basculement est-ce qu'on irait vers d'autres équilibres? Là aussi, quelques résultats scientifiques. Donc, les grandes crises du passé, c'est en bas à droite sur le diagramme, c'est les choses jaunes. Elles sont autour de 80% de taux d'extinction. Le taux d'extinction, c'est l'axe horizontal. Et puis, verticalement, vous avez différents groupes. En revanche, on voit que les extinctions qui sont figurées en blanc, on est sur quelques pourcents d'extinction aujourd'hui. On est sur 2-3% d'extinction, au grand maximum 13% pour certains mollusques. En gros, on est sur les 5-10% que nous prédit l'IPBES. Donc on pourrait dire, par rapport aux 80% des grandes crises du passé, écoutez, franchement, c'est pas si grave. Si on augmente un peu, et si on prend les espèces en déclin, on est autour d'une vingtaine de pourcents. Donc, c'est pas si énorme que ça. En termes d'amplitude, c'est pas énorme. Maintenant, essayons de considérer la vitesse à laquelle ces phénomènes se produisent. Si on regarde les vitesses, ça, ce sont des courbes d'extinction sur à peu près 500 ans, depuis l'an 1500 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'il y a des extinctions de plus en plus fortes, c'est dans différents groupes de vertébrés. Alors ça, c'est ce qu'on constate sur 500 ans, et les paléontologues ont regardé ce qui se passait sur 500 millions d'années. Donc ils ont pris 500 millions d'années, ils ont découpé ces 500 millions d'années en 500 tranches d'1 million d'années chacune, et ils ont regardé quel est le taux d'extinction quand on passait d'une tranche à l'autre. Et ils ont fait ce diagramme, cet histogramme. Et on s'aperçoit que le bruit d'extinction moyen, le bruit de fond, c'est autour de 20% d'extinction quand on passe d'une tranche d'1 million d'années à une autre tranche d'1 million d'années. Et que les pics, comme je vous l'ai dit, c'est autour de 80%, c'est ce que j'ai figuré en rouge sur le diagramme. Alors vous allez me dire, bon, bah pour le moment on est là, là c'est ce qu'ils nous disent sur 1 million d'années, et je vais faire un exercice un petit peu exagéré, c'est-à-dire que je vais prolonger les courbes sur 500 ans, je vais les projeter sur 1 million d'années pour voir ce que ça donne. Je fais ça pour les mammifères. Et je me rends compte à ce moment-là que le taux d'extinction des mammifères rapporté à 1 million d'années, c'est 8000%. Donc ça veut dire qu'on éteint tous les mammifères en bien moins d'1 million d'années. Alors je suis en train de comparer une vitesse instantanée à une vitesse moyenne sur 1 million d'années. Mais même si je m'étais trompé d'un facteur 100, ce qui est absolument énorme, ça veut dire qu'on est sur la trajectoire d'une des grandes crises du passé géologique de la Terre. Ça doit attirer notre attention. Ce qui doit aussi attirer notre attention, c'est que les écosystèmes fonctionnent avec des points de basculement. Ce sont des systèmes sensibles à des effets de seuil qui peuvent changer d'état. Et la meilleure comparaison que je peux faire, c'est celle de la Tour Eiffel. Imaginez qu'un écosystème soit la Tour Eiffel, imaginez que les rivets de la Tour Eiffel soient des individus d'espèces, donc on parle d'abondance là. Imaginez que les poutrelles de la Tour Eiffel soient des espèces, on parle de richesse, et on va enlever des rivets, on va faire sauter des rivets à la Tour Eiffel. Je suis sûr qu'il en tombe d'ailleurs à peu près tous les jours. Et la Tour Eiffel, vous êtes toujours dessus, il n'y a pas de problème. Et puis vous pouvez enlever une poutrelle, la Tour Eiffel va rester stable. Il y aura dans l'écosystème des phénomènes qu'on appelle d'homéostasie, c'est-à-dire de compensation, qui vont faire que l'écosystème va continuer à fonctionner. Et puis au bout d'un moment, vous enlevez une autre poutrelle, une autre poutrelle, une autre poutrelle, et à un moment donné, la Tour Eiffel s'effondre et ça fait un tas de ferraille sur le champ de Mars. Alors ce tas de ferraille, c'est toujours la Tour Eiffel. Physiquement, vous avez toujours la Tour Eiffel, vous aurez toujours un écosystème. Simplement, la Tour Eiffel ne rendra plus les mêmes services, et l'écosystème non plus, quand il aura changé, il ne rendra pas non plus les mêmes services que ceux qui rendaient avant. Peut-être qu'il aura des services intéressants, mais peut-être qu'ils ne seront pas intéressants. Donc ça, c'est une image. C'est une image pour vous faire comprendre qu'au-delà d'un certain seuil, les systèmes changent d'état. Et on a des cas réels, malheureusement. Un cas de bascule, c'est celui qu'on peut observer à Madagascar, où les populations ont besoin de bois et font beaucoup de charbon de bois avec la végétation. Ils en ont vraiment besoin parce qu'ils ont besoin de faire cuire leur nourriture, ils n'ont pas d'autre moyen de le faire.
et on ne peut pas leur le reprocher. Mais ce qui se produit, c'est qu'il y a une déforestation. À partir de la déforestation, ça c'est une image Google Earth, tout ce que vous avez en rouge, ce sont des ravinements où tout le sol a disparu et c'est en train de se désertifier. Et ça ne repoussera jamais puisqu'il n'y a plus de sol et qu'il faut plus de 1000 ans pour reconstituer un sol tropical. Donc là, on est sur un point de bascule où on passe d'une forêt à un désert. Et c'est ce qui se pourrait se passer également en Amazonie. Donc ça doit nous amener à réfléchir. Maintenant, il y en a qui nous disent « mais vous inquiétez pas, nous sommes une espèce formidable, on a la technologie, on sait toujours tirer de tout et on va, avec nos outils technologiques, on va se sauver de tout ça ». Et effectivement, on a une technologie fantastique, à savoir qu'on est capable de construire une station spatiale, qu'on est capable d'envoyer Persévérance sur Mars. Mais en faisant cela, on est dans le monde de la physique. C'est-à-dire qu'on est capable de calculer la trajectoire d'une fusée. On sait qu'avec telle poussée initiale, la fusée va partir dans telle direction. On va la faire tourner autour de la Lune. Ça va accélérer le module et on va aller sur Mars. Et la seule inconnue qu'on ait finalement, c'est de savoir où le robot va poser ses pattes. Est-ce que ça va être un gros caillou ou un petit caillou? Est-ce qu'il va tenir debout? Est-ce qu'il ne va pas tenir debout? Mais on sait faire. On est dans un monde de physique. On est dans un monde d'équations. Quand il s'agit du vivant, il faut savoir qu'on sort de ce monde d'équations. On n'est pas capable de mettre le vivant en équation, donc on n'est pas capable de prédire totalement ce que va faire ce vivant. Je vous en donne un exemple récent, qui est celui des punaises de lit. Vous avez tous entendu parler maintenant des punaises de lit, je pense, qui sont un vrai fléau. Et ces punaises de lit, donc c'est une petite bête plutôt sympathique, pas très grosse, hein, là elle est largement exagérée en taille, bien sûr. Les punaises de lit, on en a des traces dans des tombes égyptiennes qui remontent à 5500 ans. On en a des traces dans la littérature à travers les siècles. On en entend parler beaucoup, et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, arrive le DDT au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on met du DDT et on éradique les punaises de lit. Et on n'a plus de punaises de lit. Et dans les années 70, 80, 90, on n'a pas de punaises de lit, tout va bien. Et puis là, on voit revenir les punaises de lit. Et il faut une bombe atomique pour s'en débarrasser. C'est épouvantable. Il faut des produits chimiques terribles, on est obligé de quitter les appartements quand il faut s'en débarrasser, enfin c'est un vrai fléau. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur un animal aussi simple, hein, qu'on croisait maîtrisé avec une technologie finalement assez simple, un peu de chimie? On a exercé une pression de sélection darwinienne sur les punaises de lit, et cette pression de sélection, elle est amenée à sélectionner des punaises résistantes, et maintenant on est face à ces punaises résistantes. Et on applique à ces punaises résistantes une chimie encore plus puissante qui va sélectionner la prochaine génération de punaises de lit pour nos descendants qui vont être encore pires que celles d'aujourd'hui. Et on voit bien que le vivant ne se gère pas. Le vivant, il évolue, il est payé pour ça depuis 3800 millions d'années. Donc on est coincé par ça, il faut accepter ces limites à la technologie. Alors on peut s'interroger pour savoir ce qu'on fait dans ces cas-là. Quelle attitude adopter? Attendez, ça veut dire qu'il faut accepter les punaises de lit? Ça veut dire que, oui, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se croire plus fort que nous ne sommes. Peut-être que le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de les écraser. Mais en tout cas, exercer une pression de sélection sur d'autres organismes, et je pourrais donner des exemples avec des OGM, avec des tas de choses, généralement, le vivant, on dit, on va le faire partir là, et il part là. Parce qu'il est vivant, justement. On sort du monde de la physique et des équations. Et c'est ça le problème. On n'est plus dans un monde déterministe. On est dans un monde où il y a une part d'aléatoire, où il y a de l'adaptation, de l'acclimatation, de l'évolution, et ça marche comme ça, il faut l'accepter. C'est la complexité dont je parlais au début. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La première leçon qu'on doit tirer de ça, c'est qu'il faut admettre qu'Homo sapiens est une espèce parmi beaucoup d'autres espèces et qu'on est sur la planète avec le reste du vivant, et même le reste de la planète au sens le plus large du terme, et que donc on doit se penser au sein de la biodiversité, on doit s'ancrer en nature. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'une attitude qui est un dualisme entre l'homme d'un côté et la nature de l'autre, où on serait extérieur au système. Nous sommes dans le système, nous sommes sur le terrain avec les autres joueurs, il faut se mettre ça dans la tête. Donc sortir de ça, sortir de ce dualisme. Alors si on sort complètement de ce dualisme, on peut se retrouver avec une attitude un peu cynique qui est de dire, finalement, moi je veux dire, l'évolution elle a abouti à Homo sapiens à un moment donné. Homo sapiens, il a un gros cerveau, il fait plein de trucs avec ce gros cerveau, il fait des fusées, des bombes atomiques, des centrales nucléaires, des barrages, des routes, des villes, des voitures, des conférences de journalistes, enfin il fait plein de trucs, quoi. Des journalistes aussi. Hein,
Et les castors font des barrages et ils noient des forêts, et les castors, et on ne va pas leur reprocher de faire des barrages. Bon, alors je ne vois pas pourquoi on nous reprocherait de faire des bombes atomiques. Hein. C'est notre cerveau qui fait ça. On est complètement sorti du dualisme homme-nature, et là vous comprenez bien que cette attitude, si on l'applique à 100%, elle est déresponsabilisante. On s'affranchit de toute responsabilité, puisque c'est l'évolution qui nous a amenés là. Et on peut comprendre cette attitude. Moi, l'attitude que je préconise, c'est qu'on sorte du dualisme homme-nature, qu'on s'ancre en nature, mais qu'en même temps, on se remette une petite pincée dans la recette, une petite pincée de sel de dualisme pour se re-responsabiliser, tout simplement parce que notre cerveau nous aide aussi à comprendre la signification de nos actes et nous permet pas seulement d'agir, mais aussi de réagir. Et que donc, on doit se responsabiliser, avoir une attitude responsable face à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Ça conduit à s'interroger sur une éthique pour habiter la Terre. Comment est-ce que collectivement on peut dessiner un ou des futurs possibles? Et là, je vais rejoindre Philippe Martinez en disant qu'il y a un double défi. Il y a un défi environnemental et il y a un défi social. Comment est-ce qu'on préserve une vie en société? Et au moment de la crise des Gilets jaunes, j'ai entendu sur une radio, au début de la crise, une dame qui disait « Mais entre les ours blancs et mes petits-enfants, je choisis mes petits-enfants ». Et tout le monde peut le comprendre, je veux dire. Et moi aussi, il se trouve que j'ai des petits-enfants, et entre les ours blancs et mes petits-enfants, je n'hésite pas une seconde. Je choisis mes petits-enfants. Mais simplement, ce qui fait que les ours blancs vont disparaître, c'est la même chose que ce qui fait que la Terre va être invivable pour les petits-enfants de cette dame. Et que donc, en préservant les ours blancs, on préserve aussi des conditions de vie sur la Terre qui soient aptes à accueillir les petits-enfants de tout le monde. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça pose quand même ce double défi. Un défi qui est aussi une question de limite. Quelle limite se donne-t-on à la consommation? Illustré ici par un dressing un petit peu trop plein et un objet surdimensionné. Ça pose la question, là je pense que j'aurais fait plaisir à Philippe Martinez, de dire simplement que le pouvoir économique ne justifie pas tout. Que ce n'est pas parce qu'on a les moyens d'avoir un jet privé, une maison de ce type-là pour soit tout seul, ou excusez-moi l'expression, de s'envoyer en l'air dans l'espace et d'aller faire du tourisme spatial, c'est pas parce qu'on a les moyens de le faire qu'il faut le faire. Il faut s'interroger sur la signification de nos actes. Parce que j'ai les moyens de faire ça, je dois le faire. Je peux le faire. Ça peut être des gestes plus anodins aussi, hein, à une autre échelle. Là, évidemment, j'ai mis des choses caricaturales. Je pense que personne dans la salle ne peut s'offrir ça. Donc, on va se dire, il n'y a pas de sujet, mais ça peut être aussi d'acheter un truc superfétatoire, et ça pose la question du consumérisme dont je parlais avant. Pour terminer, je dirais que nous ne sommes rien sans la biodiversité. On a une dépendance totale. Bien sûr, pour se nourrir, on ne se nourrit que de biodiversité, on n'est pas capable de manger autre chose. On ne se nourrit qu'avec de la biodiversité dans notre intestin, des bactéries intestinales. Aucun animal n'est capable de digérer quoi que ce soit sans des bactéries symbiotiques qui vivent à l'intérieur de son intestin. Pas un seul animal n'est capable de vivre indépendamment. Donc on a besoin de ces micro-organismes. En bas à gauche, là, ceux-là, ce sont des bactéries qui vivent sur notre épiderme et qui constituent une carapace contre des agressions extérieures. Et là aussi, si vous avez la tentation de vous laver trop souvent de manière agressive, vous allez détruire cette carapace, au moins partiellement, et vous allez avoir des mycoses. Les champignons vont arriver. Donc, merci à ça. Là, c'est une image du plancton océanique qui produit à peu près la moitié de l'oxygène sur Terre. On en entend souvent parler. On dit aussi que ça correspond à une respiration sur deux. C'est faux, ça ne correspond pas à une respiration sur deux, parce qu'il y a une part importante de l'oxygène produite dans l'océan qui est recyclée dans l'océan et qui n'est pas larguée dans l'atmosphère. Néanmoins, c'est la moitié de l'oxygène sur la planète, donc dans le cycle de l'oxygène, c'est très important. Et puis, je vais vous donner un exemple, je pense que vous ne connaissez pas et que je trouve très illustratif, sur les services écosystémiques, avec une petite molécule qui s'appelle le DMS, le diméthylsulfide. Désolé pour le nom, on va l'appeler DMS. Alors voilà, il fait beau, on est sur l'océan, il fait très beau, et dans l'océan, il y a du plancton végétal, tout petit, qui se reproduit très très vite parce qu'il fait beau. Et ce plancton produit du DMS. Et le DMS, c'est le point d'ancrage à la vapeur d'eau pour former des gouttelettes. Et donc le DMS va servir de point d'ancrage à la vapeur d'eau qui s'évapore de l'océan, et ça va faire des gouttelettes d'eau, donc donc ça va faire de la nébulosité, ça va faire des nuages. Donc à partir de là, il va faire mauvais.
S'il fait mauvais, comme le plancton se reproduit très très vite et très sensible à la luminosité, c'est de la photosynthèse, il y aura moins de plancton végétal, donc il y aura moins de DMS. S'il y a moins de DMS, il y aura moins de nuages, donc il va refaire beau. Donc on a un cycle vertueux qui est piloté, la nébulosité de la Terre est en partie pilotée par le plancton océanique. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais qui est très important dans le cycle simplement de ce qui fait que cette Terre est habitable et qu'il pleut à certains endroits de la planète, même si une partie de l'eau retombe sur les océans, bien sûr. Alors pour vraiment finir, je vais revenir aux technophiles qui nous disent « mais écoutez, il n'y a pas de problème, si jamais on détruit trop cette planète, on va aller sur une autre ». Je suis désolé, il n'y a pas de planète B. Et je vais essayer de vous le démontrer en quelques images. D'abord, même s'il y avait une planète B, elle serait sans doute beaucoup trop lointaine. Même Tintin n'arrive pas à y aller. Et on a un exemple, on a une Terre bis qui s'appelle Proxima B, qui est dans Proxima du Centaure, qui est le système solaire le plus proche du nôtre dans la Voie lactée. On ne peut pas trouver plus près. Et il y a cette Terre bis, et les ondes radio mettent 55 ans pour nous parvenir. Je rappelle qu'elles mettent 7 minutes depuis Mars. Donc j'ai fait une règle de 3, c'est pas très compliqué. Ça veut dire qu'il faut entre 20 et 50 000 ans pour aller sur Proxima B. Bon, alors les technophiles vont nous dire, écoutez, c'est pas grave, on va beaucoup progresser et on va y aller en 3 mois. Bon, on a une machine qui nous permet d'y aller en 3 mois. On va en 3 mois sur Proxima B, donc on arrive sur Proxima B. Là, il y a un autre problème, c'est que Proxima B ne tourne pas sur elle-même. Et donc il y a une phase très chaude, une phase très froide et au milieu, une bande tiède. Donc on est très malin, évidemment, on se pose dans la bande tiède et on suppose aussi que la composition de l'atmosphère de Proxima B nous permet de respirer correctement. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc on se pose. On se pose, mais Proxima B fait 1,7 fois la masse de la Terre. Ça veut dire que l'atmosphère est 1,7 fois plus pesante normalement que l'atmosphère terrestre et nos muscles respiratoires ne nous permettent pas de respirer sur Proxima B. Donc il nous faut une assistance respiratoire. Mais là on sait faire, on se met une assistance respiratoire et puis il n'y a plus de problème. 1,7 fois la masse de la Terre, ça veut dire que la gravité est 1,7 fois plus importante. Donc je suis désolé mon cher Marc, mais on ne tient pas debout. On est écrasé au sol. Nos muscles ne suffisent pas à nous maintenir debout. Mais on a un exosquelette. Pas de problème, allons-y. Petit problème supplémentaire, si j'ose dire, notre cœur n'est pas assez puissant pour faire remonter le sang au cerveau. Donc là, il nous faut quand même une assistance circulatoire aussi. Donc on se dit, finalement, c'est pas terrible cette planète. Donc on veut revenir. Mais pour revenir, il faut une fusée. Et comme la planète Proxima B est beaucoup plus grosse que la Terre, plus dense, il faut une fusée bien plus énorme que celle qui nous a permis d'y aller. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait embarqué du carburant, qu'on ait une fusée absolument gigantesque pour redécoller de là-bas, et qu'on reparte de là. Donc après, s'il y a des candidats pour aller sur Proxima B, qu'ils lèvent la main. Personne, je transmettrai le message. Que ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas intéressé par les voyages. C'est pas grave. Mais on peut aller sur Mars ? Oui, sur Mars, c'est pas loin. Mais sauf que sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère respirable, ça ne marche pas très bien quand même. Il faut fabriquer une Terre bis sur Mars, comme dans le film, là. On l'a fait. On a fait Biosphère 2 dans un désert américain. Et les gens qui étaient dedans, normalement en autarcie complète, ont tenu quelques mois avant qu'on ne soit obligé de réouvrir la porte. Donc on ne sait pas bien faire. Mais peut-être qu'un jour on saura faire. Ceci dit, vivre dans une sorte de sphère, c'est pas très tentant non plus. Donc pour conclure, on est un peu coincé sur cette planète. C'est difficile d'aller ailleurs. On a devant nous des problèmes de déstabilisation qui sont bien réels. Donc on est face à un saut dans l'inconnu. Et on ne sait pas très bien quelle est la hauteur de la falaise, ni s'il y a un matelas au pied de la falaise pour amortir la chute. Ceci dit, avant d'amorcer la discussion, je suis résolument optimiste parce que nous sommes à l'origine du problème, donc nous sommes aussi à l'origine des solutions qu'on peut apporter à ce problème. Ce n'est pas une météorite qui est en train de nous arriver dessus et auquel cas on ne pourrait pas faire grand-chose, ou un grand épisode volcanique qui nous arriverait. On a les moyens de l'action et par ailleurs la biodiversité elle est très résiliente, elle a une capacité de cicatrisation importante
Et je n'ai pas eu le temps de développer, mais il y a des actions qui ont été faites et qui ont amené des solutions intéressantes parce qu'on n'était pas passé au-delà d'un certain seuil. Donc on peut garder espoir, on doit garder espoir, et on a les leviers de l'action, ils sont vraiment entre nos mains. Merci. Merci. Alors, avant qu'on soit en pleine 6e extinction, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, oui, voilà. Attendez, Alors, votre exposé était très intéressant et surtout, moi, ce qui m'a interpellée, c'est votre démonstration à propos des punaises de lit, donc l'extinction qui est un leurre en fait. Et ça nous interpelle et moi, ça me renvoie forcément aux épidémies, en l'occurrence la variole, etc. Donc, quel est votre avis sur l'avenir du Covid ? Alors, je fais partie des 63 millions de spécialistes du Covid maintenant. Hein. Non, je plaisante, bien sûr. Non, on ne peut pas éradiquer complètement un pathogène. Ça n'est pas possible, et je vais dire, plus il est petit, plus c'est difficile. Même la variole, on voit bien, il y a eu une vaccination à l'échelle mondiale, on pensait que la variole, elle avait complètement disparu, puis on se rend compte qu'elle n'a pas totalement disparu. C'est pas possible d'éradiquer complètement un pathogène, il faut l'accepter. C'est comme ça, et ça nous ramène aussi au fait qu'on ne doit pas se considérer comme étant surpuissant. C'est pareil avec des virus, c'est pareil avec des bactéries, c'est pareil avec d'autres types de pathogènes ou d'organismes parasites comme les punaises de lit, les poules, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ou les puces. On ne peut pas les éradiquer complètement. Et chaque fois qu'on fait des manipulations aussi, j'aurais pu vous parler de maïs transgénique en OGM qui permettent de se passer, qui sont résistants au glyphosate. Donc on peut traiter les champs avec des herbicides au glyphosate, et comme ça on éradique les mauvaises herbes. Mais au bout d'un moment, les mauvaises herbes, elles se sont adaptées, elles ont évolué simplement, et on a sélectionné des herbes résistantes, et après il faut en mettre encore plus. Et puis j'ai des exemples avec le coton BT de Monsanto aussi, enfin des choses comme ça. Donc il faut accepter que la vie est un système extrêmement complexe, que c'est un système qui est en dynamique permanente, et qu'on ne peut pas le gérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, hein. On peut faire des choses, mais il faut être un peu raisonnable et un peu modeste dans nos prétentions à vouloir tout gérer. On ne va pas jardiner la planète, on ne va pas transformer l'océan en un aquarium, ça serait la pire des catastrophes, ça nous retomberait dessus instantanément. D'autres questions? Parce que sinon, moi j'en ai une. Est-ce qu'il est possible... Alors, d'une part, j'ai bien vu qu'il y avait des phénomènes d'extinction de certaines espèces en cours de route. Est-ce que c'est des espèces précises, identifiées, voilà. Et j'aurais une deuxième question après. Oui, on sait lesquelles c'est, puisqu'on sait quelles sont les espèces qui sont le plus en déclin. On a les listes rouges dites de l'UICN. Il y a eu le Congrès mondial de la nature récemment. Donc on voit bien les espèces sur lesquelles il y a des pressions. Ce qu'on ne sait pas, et là où on extrapole un petit peu, c'est pour un certain nombre d'espèces microscopiques qui ne sont pas forcément suivies de manière extrêmement précise, mais on voit très bien les écosystèmes qui se dégradent. Donc on peut faire ces projections de manière assez fiable. Enfin, il y a une grosse marge d'erreur, entre 500 000 et 1 million. Je veux dire, on est du simple au double hein, quand même, il y a une grosse marge d'erreur. Mais on a beaucoup d'espèces qui sont en déclin d'abondance, et au bout d'un chemin de déclin d'abondance, il y a l'extinction. Donc on peut penser qu'on est sur cette trajectoire-là. Il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on est sur ce type de trajectoire. Oui, parce que particulièrement, il y a les insectes, si j'ai bien compris, qui sont... enfin, les insectes, je ne sais pas, certains insectes, apparemment pas tous, hein, puisque les punaises de lit sont des insectes. Hein. Oui, les punaises de lit sont des insectes, elles sont en train de se refaire une santé, là, à nos dépens. Mais apparemment, les moustiques, enfin, plein les papillons... Oui, il y a beaucoup de petits insectes, en fait, c'est ça... Enfin, tout revient aussi au type d'agriculture qu'on pratique. On utilise beaucoup de pesticides dans l'agriculture. Ça va tuer les insectes de manière non sélective. Donc ça tue beaucoup d'insectes qui vont faire ensuite qu'il y a des oiseaux insectivores qui ne vont pas pouvoir survivre. Enfin, ça affecte quand même globalement la chaîne. Donc il y a une disparition d'insectes. Ce sont eux les plus nombreux. Hein. Donc il y a à peu près 500 000... Sur les 2 millions d'espèces décrites aujourd'hui, il y a 500 000 coléoptères hein, qui sont une catégorie d'insectes. Et il y a Jean-Baptiste Haldane, qui était un généticien anglais, qui a eu une formule, je le cite de manière approximative, qui a dit « Je ne sais pas si Dieu existe, mais en tout cas, s'il existe, je sais qu'il adore les coléoptères. »
Merci pour cet exposé brillant sur les questions. Bon, cet exposé brillante. Vous avez montré quelques images où il y a des jets, des petits châteaux avec une piscine et puis d'autres trucs. Des riches. Donc, vous nous avez assuré que dans cette salle, certainement, il n'y a pas des gens qui possèdent ces objets. S'il y en a, qu'ils se désignent. Bon, mais je suis journaliste, donc un collègue, Hervé Kempf, a publié il y a quelques années un livre saisissant, Comment les riches détruisent la planète. Et donc, bien qu'ils sont relativement peu nombreux, ils détruisent la planète plus que les pauvres gens qu'on accuse de pratiques peu écologiques. Donc, voilà, ce n'est pas une question de biologiste comme vous êtes, sans arrêter ces gens. C'est-à-dire que sans réglementer un certain nombre de pratiques très, très destructrices, est-ce qu'on arrivera à sauver la planète, comme vous avez montré sur cette maquette où les gens entourent affectueusement la planète? Écoutez, moi je suis pour des mesures relativement coercitives vis-à-vis de pratiques extrêmes, qui commencent à différents niveaux de richesse d'ailleurs. On peut se demander, je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui possèdent des Hummers, là, ces espèces d'énormes voitures. On peut en voir dans des villes en plus, ce qui est complètement absurde. Moi, je trouve qu'on est à un sommet de l'absurdité parce que c'est une voiture qui est petite à l'intérieur, énorme à l'extérieur, qui pollue énormément. Il y a un levier qui est celui déjà des taxes, et de taxes, mais très importantes. Si votre Hummer, alors j'en ai pas, je ne suis jamais documenté là-dessus, mais mettons que qu'un Hummer vale 100 000 euros, ce qui est possible comme chiffre. Imaginez que vous ayez 300 000 euros de taxes dessus, peut-être que ça découragerait un certain nombre de personnes. Ça, c'est de la régulation. Ce n'est pas une interdiction absolue, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas complètement, mais on essaye de réguler. Mais j'ai un autre exemple dont je voudrais vous faire part. Je n'ai pas eu le temps de le présenter dans l'exposé parce qu'on m'avait dit 30 minutes et j'ai parlé 32 minutes, donc je n'ai pas été trop long. Mais je vais laisser les gens s'asseoir peut-être. Mais il y a une entreprise suisse qui met en bouteille de l'air des Alpes. Donc de l'air des Alpes, de l'air des montagnes alpines. Et donc elle fait des petites bouteilles d'air comprimé, 9 litres d'air dans les bouteilles, et elle expédie ça en Chine. Je veux dire, 9 litres d'air, c'est quelques inspirations. Et j'ai calculé au prix où ils vendent une bouteille qu'il fallait à peu près 400 000 francs suisses par jour si on voulait respirer une journée d'air des Alpes. C'est-à-dire 400 000 euros ou 400 000 $, peu importe. Donc ça montre un peu l'absurdité. Ça n'est pas interdit. Cette entreprise, elle ne fait rien qui soit interdit, mais on est dans une absurdité totale de comportement totalement irresponsable par rapport au reste de la planète. À quoi ça sert? Ça sert à rien sur le plan sanitaire. Ça n'apporte rien aux gens qui vont se faire 3 bouffées d'air des Alpes. Et ça a un impact global sur la planète énorme. Alors pas énorme parce qu'il n'y en a pas beaucoup de bouteilles comme ça, mais stupide, qui ne sert strictement à rien. C'est un sommet d'absurdité. Donc il faut réguler. On n'est pas obligé de l'interdire. Mais cette bouteille d'air des Alpes, au lieu de valoir, je crois, 20 francs suisses, il faudrait qu'elle vaille 3 000 francs suisses. Et dans ces cas-là, ils n'en vendraient plus, ou très très peu, et ils n'auraient pas l'idée de faire ça. Un micro. Je suis 100% d'accord avec vous, mais est-ce que dans votre position, directeur de musée naturel, est-ce que vous avez un pouvoir d'influencer des pouvoirs publics qui ne veulent pas réglementer, qui font le contraire? Donc vous avez parlé des taxes, mais on peut parler des impôts qui, sur ces riches qui détruisent la planète, a été supprimé, etc., etc. Alors, j'ai le même pouvoir que vous, j'ai le pouvoir de la parole et le pouvoir d'un bulletin de vote. Alors là, franchement, c'est le même que vous.
Ma parole porte un peu plus parce que je suis président du muséum et que donc je suis peut-être un peu plus écouté par les politiques. Mais ceci dit, il y a des limites à l'exercice. Mais je porte la parole autant que je peux auprès des politiques, mais également de manière très importante auprès des entreprises. Le mien fonctionne. Celui-là fonctionne. Juste à ce moment-là, hein. C'est curieux. Hein. C'est quelle entreprise, ça? Sennheiser. On a le nom de l'entreprise. Oui, je porte la parole auprès des entreprises parce que c'est là aussi que les choses doivent changer. D'ici le 12 octobre, j'ai une intervention auprès d'HSBC, grande banque d'investissement, peut-être la première banque mondiale dans ce domaine. Il m'avait déjà donné la parole il y a à peu près 3 ans. Et j'avais eu droit à 10 minutes de parole pour leur expliquer la biodiversité devant le board d'HSBC. Je me suis dit de quoi je vais leur parler, comment je vais réussir à les convaincre. Et je me suis rendu compte que les investissements dans la finance mondiale étaient absolument gigantesques, qu'il y avait un pouvoir d'action absolument géant. Là, ils m'ont donné 45 minutes le 12 octobre, donc je progresse. J'ai autant de temps qu'ici, hein, quand même. Et je me dis, si j'arrive à convaincre simplement à 10% une des personnes que j'aurai devant moi, peut-être que j'aurai eu une action assez considérable, en fait, en termes d'impact. Et c'est vraiment, j'ai pris mon bâton de pèlerin dans ce que j'appelle, dans un axe de mon projet pour le muséum, que j'appelle un muséum engagé et responsable, pour aller justement pousser l'engagement dans la société. Je prends quand même garde de m'arrêter là où commence la politique, parce que sinon je mélangerais complètement les genres et j'aurais plus qu'à m'engager en politique. Mais je considère qu'on doit s'engager, que la situation est suffisamment grave, préoccupante simplement. On a le temps d'agir. On peut faire des choses, et effectivement, il faut faire des choses là où c'est le plus impactant, le plus utile. Parler à des gens convaincus, c'est bien, mais aller parler à des gens qui ne sont pas convaincus, qui sont même hostiles, c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça que je fais. Je l'ai fait devant Total à 2 reprises, je l'ai fait devant les financeurs de Crédit Mutuel, je vais le faire devant HSBC, je l'ai fait devant Réseau Transport d'électricité de France. Je vais voir des entreprises et je parle devant des entreprises. Oui, merci pour votre belle démonstration, monsieur. Moi, j'aurais une question qui est plus d'ordre scientifique. Dans votre démonstration, comme toute démonstration, on utilise énormément de chiffres. Et je serais intéressé de connaître votre position par rapport aux méthodes de collecte et la confiance que vous placez dans les données que vous nous servez. C'est vrai aussi dans le cadre des médias, c'est-à-dire c'est quelle qualité de données et comment on les récolte. Parce que quand on parle d'une extinction, on mentionne des nombres d'oiseaux perdus, etc. Mais comment on peut arriver à des chiffres comme ceux-ci, par exemple? Voilà, merci. Alors, je ne prétends pas que ces chiffres soient exacts à 100%. Je suis scientifique, il y a forcément des barres d'erreur autour de ces chiffres. Ce que l'on a mis en place maintenant, ce que les scientifiques ont mis en place depuis plusieurs décennies, c'est une façon de récolter les données, une façon de mesurer les choses qui sont exactement les mêmes depuis 30 ou 40 ans. Donc on a une mesure qui n'est pas une mesure avec un élastique, si je peux me permettre cette comparaison, mais qui est une bonne métrique, qui est toujours la même depuis 40 ans. Et c'est cette métrique appliquée avec rigueur depuis plusieurs décennies qui nous donne des tendances. Peut-être que les tendances, elles sont un petit peu plus fortes ou un petit peu moins fortes. Il y a une barre d'erreur autour, mais la métrique est constante. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose au doigt mouillé, un coup on va mesurer comme ci, un coup on va mesurer comme ça. Donc c'est le partenariat notamment Muséum-CNRS qui s'applique dans certaines plaines agricoles de l'ouest de la France, dans le Val-de-Sèvres pour être précis, qui permettent d'obtenir aussi ce genre de résultats. Donc on a des comptages et des observations qui sont très rigoureuses, qui se font toujours au même moment de la journée, pendant le même rythme au cours des semaines et des mois, avec les mêmes protocoles, et qui font qu'on est en capacité de dessiner ces tendances. Alors, mondialement, évidemment, on le fait plus en France, en Europe, de manière plus intense qu'on peut le faire dans d'autres contrées. Mais c'est globalement quand même ce que ça nous donne. Et les listes rouges de l'IUCN, par exemple, sont plutôt bien construites et sur la base de beaucoup d'observations aussi. Et désormais complétées par une liste verte qui montre aussi toutes les espèces qui vont mieux. Parce qu'il ne faut pas non plus regarder que ce qui va mal. Il y a aussi des choses qui vont mieux et c'est important de le montrer. Ça marche ou pas ? Je n'entends pas.
Ah oui, est-ce qu'il ne faut pas réduire la population? Oui, oui. J'avais vraiment pas le temps de vous en parler, mais c'est un sujet que j'aborde aussi régulièrement, qui est celui de la démographie, de combien nous sommes sur Terre. Il est évident que si on était 200 millions sur la planète, on ne serait jamais rencontrés aujourd'hui autour de ce sujet, il n'y aurait pas eu de sujet. Donc nous avons deux curseurs d'action. Un curseur d'action, c'est combien nous sommes, et un deuxième curseur, c'est quel est l'usage moyen qu'on fait de la Terre, avec toutes les précautions qui doivent en découler, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas le même usage de la planète. On pointe souvent du doigt l'Afrique en disant la démographie africaine s'emballe, enfin il va y avoir de plus en plus d'Africains. Il faut rajouter à ça qu'un bébé africain qui naît aujourd'hui pèse 7 fois moins sur Terre qu'un bébé américain. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Alors la régulation des naissances, parce que c'est de ça qu'il s'agit derrière. La régulation des naissances, de manière coercitive, c'est extraordinairement dangereux parce qu'on touche vraiment à l'intime de chacun, à ce que chacun doit faire et se ressent au plus profond de lui-même. Et évidemment, il n'y a que des dictatures qui sont en capacité de le faire. Et je suis totalement contre ce genre de système. Maintenant, il peut y avoir des incitations. Et là aussi, j'ai parlé devant des hommes politiques et je leur ai dit des choses horribles à entendre pour eux. Et surtout, je leur ai dit, je ne veux surtout pas être à votre place pour les appliquer, mais on peut s'interroger, au moins se poser la question de savoir, par exemple, si le système des allocations familiales, il ne faudrait pas l'inverser. C'est-à-dire donner X pour un enfant, et puis X sur 2 pour 2, X sur 3 pour 3 enfants, etc. C'est une question qu'on peut poser si on veut avoir une politique de réduction des naissances, finalement, et d'être moins nombreux sur Terre. Parce qu'on peut commencer à balayer devant notre porte. Alors évidemment, ça m'est arrivé de le dire vraiment devant des politiques, des vrais politiques, et des élus. Alors quand je dis ça, je rigole parce que je leur ai dit, bon bah écoutez, après c'est à vous de l'appliquer, moi c'est plus à moi. Mais vous imaginez le tollé que ça pourrait faire. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se poser au moins la question. Voilà, donc merci de l'avoir posée, parce que c'est une vraie question aussi. Je suis désolé, mais j'entends. Question taboue. Est-ce que c'est une question taboue? Ah bah pour moi, elle n'est pas taboue. Je pense qu'elle est taboue politiquement. Elle est taboue politiquement, mais ça se traduit d'ailleurs, y compris dans les médias. Quand il y a eu moins d'enfants, je crois, en 2020, non, avec la pandémie, non, c'est 2019. On a constaté qu'en 2019, on était au niveau le plus bas depuis 1945 en France. Ça a été présenté comme une nouvelle catastrophique. Moi, je l'ai pris comme une bonne nouvelle. Mais l'ensemble des médias a présenté ça comme étant très négatif. Alors même, parce que j'ai regardé, non, c'était en 2020, oui, que le bilan entre les naissances et les décès était positif pour les naissances. Donc on était quand même en accroissement. Mais on était en accroissement moindre. Donc c'est ça vraiment qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir plus d'enfants ou moins d'enfants? Mais je suis contre une régulation autoritaire. Mais en tant que citoyen, là. En même temps, j'ai retenu d'un de vos graphiques tout à l'heure qu'on pèse qu'il y a quand même 2 fois plus de méduses sur Terre que d'hommes, donc on peut peut-être essayer d'équilibrer les choses. Non, plaisanterie mise à part, j'ai beaucoup aimé vos présentations et je trouve qu'il y a pas mal d'informations qui mériteraient d'être mieux partagées, mieux connues. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes accepteraient de perdre 10 à 15% de leur patrimoine du jour au lendemain, comme finalement c'est ce à quoi correspondrait une 6e extinction, telle que vous l'avez décrit. Non, moi ce sur quoi je voudrais conclure, et vous entendre en conclusion, c'est sur le discours. Vous l'avez commencé d'ailleurs sur ce sujet-là en disant que finalement le discours sur la disparition, ça ne fonctionne pas. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt finalement à passer sur un discours sur ce que vous évoquiez aussi, ce que j'appelle les aménités positives. Vous avez parlé, je crois, de services écologiques, mais par contre qui concerne des populations d'animaux, enfin une biodiversité qui fait pas la une des magazines finalement, et dont la disparition serait beaucoup plus grave que peut-être l'extinction du dernier rhinocéros ou du dernier tigre, même si bien sûr ce serait toujours retiré un peu à l'art du monde et à la beauté du monde, mais finalement est-ce qu'on ne devrait pas réorienter notre discours vers ces sujets-là, vers l'étude des sols, vers les bactéries, comme vous l'avez dit, qui nous permettent finalement de vivre sur ce bout de rocher qu'est la Terre? Oui, sans doute, vous avez raison. Le problème, c'est qu'il y a eu une étude faite au Muséum sur le degré d'empathie qu'on avait par rapport aux autres espèces. Donc c'est une étude très sérieuse qui a été faite, qui montre que notre empathie va décroissant quand on s'éloigne
dans l'arbre du vivant. Et là-dedans, il y a une exception, mais une exception absolument majeure, qui sont les arbres. Parce qu'on est très éloigné évolutivement des arbres et on adore les arbres. Mais sinon, globalement, on aime mieux les primates et au sein d'autres mammifères, plutôt des carnivores que des herbivores, puis des herbivores, puis on sort des mammifères et on aime moins un oursin finalement qu'un chat. Alors que, bon, alors essayez de caresser un oursin, vous verrez, c'est peut-être moins sympa qu'un chat. Mais bon, on est très lié à ça, donc c'est difficile. Maintenant, si vous, les médias, vous nous aidez à parler de tout ce qui est microbiodiversité, qui est vraiment le soubassement du fonctionnement de notre système Terre, parce que c'est vraiment la fondation de la maison, je veux dire, et si on sape cette fondation, c'est tout le reste qui s'écroule. Il y a quand même des espèces emblématiques qui nous aident à protéger tout le reste, ce qu'on appelle des espèces parapluies. Quand vous protégez le tigre, vous protégez tout l'environnement du tigre. Quand vous protégez le lynx dans les montagnes françaises, vous protégez tout l'environnement du lynx. Donc il faut aussi savoir utiliser ça et ce coefficient d'empathie pour certaines espèces. Il faut de tout. Mais moi, j'ai besoin de la presse pour relayer les choses. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre en début d'année qui s'appelle « À l'aube de la 6e extinction », petite promotion, page de publicité, où je raconte un petit peu tout ça avec plus de détails que ce que je viens de vous faire. Et où je pose ces questions aussi d'acceptabilité sociale, de jusqu'où il faut aller, de comment on peut répartir les efforts, parce que tout le monde ne peut pas faire le même effort, tout le monde n'a pas la même situation de vie, en termes de revenus, en termes de là où on habite, en termes du nombre d'enfants qu'on a, l'âge de ses enfants en question. On est sur des trajectoires de vie qui sont toutes différentes. Et il ne faut pas appliquer le même effort à tout le monde, parce que ça, c'est ridicule, et on se heurte à ce moment-là au mur de l'acceptabilité sociale, on rebondit sur ce mur et finalement on recule au lieu d'avancer. Donc c'est compliqué, mais pour vraiment une dernière phrase, parce que je pense qu'après ça va être trop long, nous sommes face à une question environnementale au sens large, climat, biodiversité, environnement au sens large, qui est une question très importante. On ne peut pas laisser cette question qu'entre les mains de spécialistes, comme à la limite je suis de la biodiversité. C'est une question qui doit concerner des spécialistes de la biodiversité, en évolution, en écologie, en environnement. Ça doit aussi concerner des sociologues, aussi concerner des philosophes, aussi concerner des économistes. C'est une question transversale qui ne pourra être résolue que si on s'y met un petit peu tout le monde, y compris les industriels, les politiques, les médias, les citoyens ordinaires, les scientifiques, etc. On ne peut plus faire l'économie de se parler ensemble et d'avancer ensemble pour essayer de résoudre cette question fondamentale. Merci.